Le tramway de Bordeaux est sur les rails, inauguré par Jacques Chirac. Ce tram sans fil a fait la joie des milliers de Bordelais. Malgré quelques petites pannes ce matin, la fête n'a pas été gâchée, loin de là. Le plus grand paquebot du monde fait ses adieux au chantier de Saint-Nazaire. Demain, le Queen Mary 2 prendra la mer pour être fin prêt en janvier pour la croisière inaugurale. Aujourd'hui, fierté et émotion sur les quais. À Paris, manifestation de centaines de jeunes filles et de femmes voilées qui revendiquent leur choix et leurs droits. Un cortège solidement encadré par des hommes. Une semaine après la capture de Saddam Hussein, la traque de ses partisans, l'armée américaine affirme en avoir arrêté plus d'une centaine. Coup de filet dans les milieux de la résistance. À quelques jours de Noël, l'eau à la bouche avec les traditionnels desserts. Les grands chefs parisiens rivalisent d'imagination. La bûche sera vaporeuse et légère. Madame, Monsieur, bonsoir. Bordeaux est en fête. L'inauguration du tramway a été célébrée tout au long de la journée par des milliers d'habitants pressés de monter à bord de ce tram d'une nouvelle génération, un tramway fonctionnant sans caténaire et sans fil. Jacques Chirac avait fait le déplacement pour l'occasion. Banne foule et feux d'artifice. Les quelques pannes de la matinée n'ont pas gâché l'événement. 1 million de tickets gratuits distribués ce dimanche pour que les Bordelais essayent leur tram 45 ans après l'ancien. Éric Perrin, Philippe Dumail. Des couche-tard, des lève-tôt avec un même objectif, prendre le premier tramway de 5 heures ce matin. Des courageux, tout heureux de goûter un dimanche l'ambiance heure de pointe du métro parisien en semaine, en plus joyeux quand même. Pourquoi vous êtes là si tôt ce matin? Pour rendre hommage à tous les gens qui ont travaillé sur le tram. En espérant qu'il sera tout à fait efficace pour les problèmes de circulation. C'est beau, c'est silencieux. Au lever du jour, les Bordelais découvrent leur nouveau joujou. Une réussite esthétique qui ne doit pas faire oublier le principal intérêt. C'est sûr que ça va être bien, oui. Parce que pour aller en ville, c'était pas facile. La fin de matinée voit le premier accroc. Une panne de l'alimentation par le sol interrompt toute circulation durant 1 heure. Il faut même remorquer certaines rames. Malgré le retour à la normale du trafic, le président de la République, venu inaugurer officiellement le tramway, a donc préféré commencer le voyage en voiture. Une panne du cortège officiel aurait été du plus mauvais effet. Juste un contretemps, quelques minutes plus tard, dans le tramway, enfin, Alain Juppé peut sourire. L'occasion de demander à Jacques Chirac le soutien de l'État pour le financement de la 2e phase des travaux. Pendant ce temps-là, en ville, les Bordelais fêtent leur nouveau moyen de transport. 1 million de billets gratuits avaient été distribués, mais vu l'affluence, impossible de trouver une place. Pour résumer, cet après-midi, c'était surtout bus, pédibus et... Pas de tram. Pas de tram, Rien pourquoi? du tout. On est arrivé là, et puis il n'y a rien du tout. Frustré, peut-être, oui, un petit peu, mais parce qu'on fait le pied du rue, là, mais bon, ça va s'arranger. Et après, on le prendra demain, mais en payant. Bref, pour ce premier jour, le tramway a été un peu victime de son succès. Preuve en tout cas que les Bordelais avaient hâte de le fêter, une belle façon de l'adopter. C'est demain que le Queen Mary 2 larguera ses amarres, le plus grand paquebot du monde, quittera les chantiers de Saint-Nazaire. Une période de rodage pour assurer dans moins d'1 mois la croisière inaugurale. Dans son sillage, les grandes traversées transatlantiques qui ont fait rêver tant de générations. Et aujourd'hui, sur les quais de la Navale, après 2 ans d'un travail acharné, endeuillé il y a quelques semaines par l'effondrement de la passerelle, beaucoup d'émotions et de fierté. Nathalie Sapénin, Jacques Deveau. Une plaque commémorative illuminée pour garder en mémoire les 15 victimes de l'accident du mois dernier sur la passerelle du Queen Mary 2. Malgré cet accident, le paquebot est la fierté de la ville à la veille de son départ pour l'Angleterre. Pendant tout le week-end et sous le soleil, près de 40 000 visiteurs se sont pressés pour admirer ce paquebot déjà entré dans la légende. C'est magnifique, quoi. Puis c'est le travail des hommes. Qu'on puisse imaginer faire des choses et qu'on les réalise, c'est encore plus beau, je trouve. C'est un rêve de voyager, d'abord de voyager, j'aime voyager, j'ai le goût du voyage. Et en plus sur un paquebot, un bateau aussi merveilleux que celui-ci, que le Queen Mary, c'est un rêve pratiquement, c'est comme un rêve de petite fille. Un hall d'entrée majestueux, des restaurants immenses, 5 piscines, un théâtre. Les visiteurs ont pu se faire une idée du gigantisme du Queen Mary 2. Car c'est le plus grand paquebot du monde qui a été construit par les chantiers navals de Saint-Nazaire en moins de 2 ans. Long comme 3 terrains de football et haut comme un immeuble de 23 étages. Plus grand et plus beau que le mythique France, construit lui aussi à Saint-Nazaire et inauguré en 1962. Autour de Madame de Gaulle, la marraine du France faisait, si l'on peut dire, l'unanimité.
Un navire somptueux, incarnation de la fierté nationale. Quant au Queen Elizabeth II, le dernier transatlantique à avoir été construit en 1969 et toujours en activité, il prend un petit coup de vieux avec le nouveau paquebot. Demain, le Queen Mary quittera Saint-Nazaire, cap sur l'Angleterre et la Floride. La croisière inaugurale commence le 14 janvier. Spectaculaire incendie à Paris dans le 10e arrondissement. Un immeuble de 18 étages a été la proie des flammes cette nuit. 4 personnes ont été légèrement blessées. Une enquête a été ouverte. On ignore pour l'instant l'origine du sinistre. Vincent Nguyen, Jean-Yves Blanc. Une pluie de flammes. Voilà ce qui attendait les pompiers quand ils sont arrivés vers 1h30 ce matin. Un brasier de 17 étages, à 2 pas de l'Hôtel du Nord à Paris. Le feu, il est parti au 8e et au 11e aussi. Le feu court d'un étage à l'autre, avec à ses trousses 160 hommes. Les résidents ont eu le temps d'évacuer sans panique, mais les pompiers inspectent chaque appartement pour n'oublier personne, pas même les animaux. Il faudra 2h30 pour noyer l'incendie sous des tonnes d'eau. Pendant ce temps, les rescapés finissent leur nuit dans la salle des mariages de la mairie du 10e arrondissement. Aucun blessé grave, mais des yeux hagards qui trahissent le manque de sommeil et l'inquiétude. Le maire tente de rassurer, mais ses interlocuteurs sont encore sous le choc. Quand vous n'avez pas d'extincteur à votre étage, vous ne pouvez rien faire, et qu'on vous dit comment de descendre comme ça brutalement, et que du jour au lendemain vous vous retrouvez sans rien. Ah, mais non, je sais pas, mais c'est non, mais bien sûr. La police scientifique n'a pas encore établi les causes du sinistre. Le jour offre au moins une explication. Si le feu parti du 13e étage ne s'est pas contenté de monter, c'est à cause de ces balustrades en plastique. Facilement inflammables, elles ont fondu et propagé l'incendie vers le bas. Revenons à présent sur ce tragique accident qui s'est produit hier à la frontière franco-belge. Les rescapés de l'autocar en feu ont commencé à regagner l'Allemagne, leur pays d'origine. Mardi prochain en Belgique, un hommage sera rendu aux 11 victimes de l'accident en présence de leur famille. Du côté de l'enquête, on ignore si le chauffeur s'est endormi ou s'il a été victime d'un malaise. L'autopsie le dira. En ce premier jour de l'hiver, alerte à la pluie et à la neige. Météo France lance une alerte orange à partir de la nuit prochaine dans plusieurs départements du Nord. Attention au verglas sur les routes en Ile-de-France. Stéphane Bretner. Ce n'est pas encore le branle-bas de combat, mais on préfère prendre ses précautions. À la direction de l'équipement du Nord, 5 camions de sablage sont en état d'alerte, prêts à intervenir. Même chose en Picardie. 900 tonnes de sel, 15 camions et 28 agents se préparent à affronter rafales de vent, neige et verglas. Nous allons demander à 6 patrouilleurs d'aller reconnaître l'état des chaussées sur l'ensemble du département. Et donc dès qu'ils vont avoir confirmation qu'à un endroit dans le département il y a des chaussées glissantes, nous allons déclencher les interventions. Reims aussi se prépare. Dernière vérification des racleuses. Ici, c'est près de 500 km de route qu'il faut surveiller de près. Alors, il y a toujours un risque de gel. C'est pour ça que nous intervenons en préventif et en curatif à partir du moment où il commence à neiger. Pour l'instant, seule la pluie tombe sur le nord, mais 5 départements sont placés en alerte orange. De la Picardie aux Ardennes, la neige est attendue cette nuit, mais c'est plutôt demain avec les gelées matinales que les difficultés sont à prévoir. Il est donc conseillé d'éviter de se déplacer dans ces régions jusqu'à mardi matin. Ailleurs en Europe, le mauvais temps s'est installé en Allemagne où des bourrasques de vent ont arraché des arbres, endommagé de très nombreuses habitations. Plus au nord, ce sont des tempêtes de neige comme aux Pays-Bas. Enfin, en Suède, 12 000 foyers sont privés de courant. Après Strasbourg hier, c'est à Paris que s'est déroulée cet après-midi une manifestation contre l'interdiction du voile à l'école. Plusieurs centaines de femmes et de jeunes filles portant le voile ont revendiqué leur choix. Tout autour du cortège, un service d'ordre composé essentiellement d'hommes. Reportage Elinor Gay, Diane Richard. C'est une manifestation de femmes dans laquelle les hommes sont très présents. Ils assurent le service d'ordre et composent la moitié du cortège. Au son de la Marseillaise, 3000 personnes ont manifesté à Paris. Elles refusent le projet d'une loi interdisant le voile à l'école. C'est un choix que j'ai fait en toute liberté. Je ne suis pas soumise, je ne suis pas aliénée, je fais ce choix. Et maintenant je revendique qu'on respecte ce choix. Le foulard, un choix personnel.
Un message brièvement troublé par l'apparition d'une petite fille voilée et de son père. Sa présence suscite la désapprobation de certains manifestants. Notre islam, c'est normal, mais quand elle grandit, elle a choisi quelqu'un. Dans le défilé, des associations musulmanes, les représentants de plusieurs mosquées d'Île-de-France, mais l'initiative vient des femmes elles-mêmes, des lycéennes de Seine-Saint-Denis. Nous avons organisé nous-mêmes la manifestation et on pense que ce sont avant tout des citoyens qui sont venus, pas des associations. Des citoyens qui veulent défendre la liberté de choisir. La laïcité, c'est pas l'abnégation des religions, on n'est pas chez Karl Marx, on n'est pas dans un État communiste, on est dans un État républicain et laïque. Citoyennes, mais voilées, à l'école ou au travail. Voilà ce que ces jeunes femmes voudraient être. Jacques Chirac en a décidé autrement. La loi devrait être discutée au premier semestre 2004. Ceci nous amène à ce colloque à la mosquée d'Evry. La foule des grands jours venue écouter Tariq Ramadan, l'intellectuel musulman qui fait beaucoup parler de lui ces temps-ci. Tariq Ramadan sur la future loi interdisant les signes ostensibles à l'école, les signes religieux, a pris position contre le recours aux écoles confessionnelles, considérant que c'était un piège qui marginaliserait la communauté musulmane. Nouveau développement dans l'enquête visant Charles Piëri, brisant la loi du silence, le témoignage d'une des 8 personnes mises en examen qui affirme que des détournements de fonds ont été faits pour financer le nationalisme corse à travers une société de gardiennage devenue la vache à lait du mouvement nationaliste. Frédéric Rota. Une décision prise avec un courage certain. Elle travaillait ici comme secrétaire à la CGS, la Corsica Gardiennage Service. Le témoignage de cette femme corrobore les découvertes effectuées dans cette société par les policiers il y a 2 mois. Révélés par le journal Le Monde, les PV d'audition font état de pratiques très douteuses. Les détournements de fonds auraient commencé en 1998. Selon elle, 1 million de francs a été détourné, versé chaque mois aux nationalistes par virement ou en espèces. Ce n'est pas Charles Piëri directement qu'elle accuse, mais son chien, comme elle l'appelle, son homme à tout faire, Jacques Mosconi, le premier à saluer Piëri à sa sortie de prison. Aujourd'hui en cavale, cet homme aurait agi de manière très menaçante. Elle raconte que si son propre frère, qui travaillait lui aussi à la CGS, refusait d'obéir, il risquait d'être abattu. Elle a eu le courage donc de parler sur certains aspects du dossier. Maintenant, je pense qu'il est important de garder à l'esprit qu'il y a une configuration du dossier qui est telle que l'instruction fait suite à une enquête préliminaire. Donc certains éléments ont déjà été établis. Elle n'a fait finalement que confirmer, en tout cas donner quelques détails sur les éléments de ce dossier. Un témoignage accablant pour Charles Piëri, de nouveau incarcéré et plusieurs fois mis en examen. Aujourd'hui, son entourage dénonce la violation du secret de l'instruction. Les journalistes et Le Monde en particulier ont beaucoup de chance d'avoir le droit d'accès au dossier et les PV de déclaration des uns et des autres, puisque moi, hier, l'accès au dossier m'a été refusé par le juge d'instruction. La sortie dans la presse de ces PV d'audition étonne car elle met en péril à la fois l'enquête et la sécurité du témoin. Le juge Courroy, chargé du dossier, aimerait bien connaître l'auteur des fuites. 7 ans après le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, celui qui fait figure de suspect numéro 1 n'est toujours pas inculpé, mais des témoignages semblent accabler ce reporter qui est toujours en liberté, la police n'ayant pas réussi pour l'instant à obtenir des preuves suffisantes. Jérôme Soulard, Fanny Auvergne. En Irlande, c'est une messe de l'espoir pour les proches de Sophie Toscan du Plantier, assassinée ici il y a 7 ans. Toujours aucune arrestation. Et pourtant. Nous, on espère vraiment de tout notre cœur, on espère un procès où il sera jugé, où il y aura des jurés et tout ça, et que enfin, quand même, il paye peut-être son forfait. Car depuis l'assassinat de leur fille, ce 23 décembre 1996, un homme, Owen Bailey, apparaît comme le suspect numéro 1. À l'époque, il est journaliste et suit l'affaire, puis il est arrêté à 2 reprises, libéré chaque fois, faute de preuves. Les policiers m'ont bien fait sentir qu'ils pensaient que c'était moi le coupable et que tôt ou tard, il réussira à le prouver. 7 ans après les faits, agacé par des articles de journaux qui l'accusent, Bailey attaque la presse pour diffamation. Erreur, car les quotidiens en profitent pour rendre public des témoignages qui une fois encore l'accusent. Exemple, cette femme qui dit avoir vu Bailey le soir du crime devant la maison. Et puis ce jeune homme, Red Malachi, à qui Bailey se serait vanté du crime. Quand on avait le compte rendu des gens qui avaient parlé là-bas devant le juge, on s'est dit c'est pas possible qu'on ne l'ait pas arrêté avec tout ça déjà. Ce procès contre la presse irlandaise va-t-il relancer officiellement le lourd dossier Bailey? À ce jour, 2000 pages d'enquête criminelle n'ont officiellement rien prouvé de son éventuelle culpabilité. 7 ans après les faits, la famille de Sophie Toscan du Plantier attend toujours la vérité.
En Irak, une semaine après la capture de Saddam Hussein, l'armée américaine a lancé plusieurs offensives pour traquer les partisans de l'ancien dictateur. Un coup de filet réussi grâce aux renseignements obtenus dans la foulée de l'arrestation de Saddam Hussein. Christian Autain. Rawa, ville interdite. Cette localité, non loin de la frontière syrienne, a été aujourd'hui la cible d'une vaste opération anti-guérilla. La traque des partisans de Saddam Hussein continue, une semaine après sa capture. Perquisitions, fouilles. En 2 jours de ratissage intensif, une 60aine de personnes ont été arrêtées et de nombreuses armes confisquées. Même objectif à Tikrit comme à Fallujah et à Samara, 3 villes qui ont manifesté leur soutien à l'ancien raïs au lendemain de son arrestation. Les forces américaines comptent bien pousser leur avantage pour écraser la guérilla. Des informations que nous avons récoltées lors de la capture de Saddam Hussein nous ont permis de mieux comprendre la structure de la résistance aux forces américaines. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons arrêté plusieurs centaines de personnes. Les Américains sont convaincus que Saddam Hussein était le grand ordonnateur d'une partie de la guérilla. Selon eux, depuis sa cachette, il utilisait des messagers pour transmettre ses ordres aux cellules bassistes. Et puis cette information à prendre au conditionnel. Selon un hebdomadaire britannique, Saddam Hussein aurait été d'abord fait prisonnier par les Kurdes, drogué, puis livré aux Américains après négociation. L'arrestation de Saddam Hussein qui n'aura pas mis un terme aux attentats. Au nord et au sud de Bagdad, 2 attaques contre des oléoducs qui risquent de rendre encore plus difficile l'approvisionnement d'essence dans la capitale. À quelques jours de Noël à Bagdad, la petite communauté chrétienne s'inquiète. Le rôle prédominant que tiennent désormais les chiites, longtemps réprimés par le dictateur, suscite de nombreuses interrogations. Les chrétiens feront-ils les frais de cette nouvelle donne? En tout cas, aujourd'hui, un nouveau patriarche a pris ses fonctions et appelle à l'unité des Irakiens. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Martine Laroche-Joubert, Patrick Desmudi. Une messe sous haute surveillance ce matin à Bagdad. La crainte des attentats plane même sur les lieux les plus sacrés. C'est aujourd'hui l'intronisation du nouveau patriarche des Chaldéens, des chrétiens orientaux. Les rites chaldéens datent du IIe siècle, leur langue est l'araméen, encore parlé à ce jour en Irak. Toutes les communautés sont représentées, ici, un père dominicain. Le père Youssef ne veut pas se laisser gagner par la peur de l'avenir, il croit aux bonnes résolutions. Essayer de dialoguer, de parler, d'écrire, de ne pas nous enfermer dans cette inquiétude parce qu'elle risque de nous paralyser. Le père Youssef suit les rites latins. 800 000 chrétiens environ vivent en Irak, une minorité plutôt protégée du temps de Saddam Hussein. Ils n'affichent pas aujourd'hui leur crainte d'une éventuelle république islamique. Ça ne me fait pas peur. Quand je vais à l'église, je ne crains rien. Les musulmans ne m'agressent jamais. L'hôpital Saint-Raphaël. Là aussi, les sœurs refusent de s'inquiéter pour le futur. Elles préfèrent évoquer Noël. L'année dernière, il y avait comme une guerre psychologique parce qu'ils nous disent il va y avoir la guerre, il va y avoir la guerre. Alors tout le monde était triste l'année dernière. Mais cette année, non, au contraire, je crois que tout le monde est content. Malgré les risques d'attentats et les difficultés de la vie quotidienne, chacun veut croire ici en un Noël de paix. Les États-Unis mettent en garde contre des risques d'attentats élevés en cette période de fête, des actes terroristes qui viseraient les intérêts américains partout dans le monde. Aux Philippines, des glissements de terrain ont enseveli plusieurs villages du centre du pays, provoqués par des pluies torrentielles, mais aussi par la déforestation massive des régions montagneuses. Le bilan provisoire fait état de 200 morts et disparus en raison d'une mauvaise météo. Les secours sont gênés, il y a désormais peu d'espoir de retrouver des rescapés. Et puis au large de la Turquie, un bateau qui transportait une 60aine de clandestins a fait naufrage. Les recherches n'ont rien donné, aucun survivant n'a été retrouvé. Michael Jackson ne sera pas le bienvenu en Grande-Bretagne. Attendu pour une tournée promotionnelle, la star américaine inculpée d'agression sexuelle devra faire face à un mouvement d'hostilité à Londres. Sa présence est déplacée, sinon indésirable. Arnaud Miguet, Dominique Maratel. Lorsque Michael Jackson pose le pied sur le territoire britannique, c'est généralement par les ovations d'une foule de fans qu'il est accueilli. Mais voilà, depuis jeudi dernier, le chanteur est formellement inculpé aux États-Unis d'agression sexuelle sur un mineur de 12 ans.
Sa venue imminente en Angleterre suscite cette fois une levée de boucliers. Associations de protection de l'enfance, députés et journalistes à l'unisson montent au créneau. Dégage, titre ce journal. Ne le laissez pas mettre les pieds ici, écrit le très populaire The Sun. Même son de cloche ce soir dans les rues de Londres. Il ne devrait pas venir ici parce qu'il est en liberté sous caution. Et on aurait dû lui confisquer son passeport, comme à tout le monde. Pour le moment, il est présumé innocent, mais ce qui change les choses ici en Angleterre, c'est qu'on vient d'avoir le procès Holly et Jessica. Si l'avenir de Michael Jackson est en suspens jusqu'à son procès, sa visite à Londres pour la tournée promotionnelle de son dernier album reste un mystère. Le concert privé qu'il devait donner ce week-end a été annulé. Une chose est sûre, si le chanteur décide de passer les fêtes de fin d'année au Royaume-Uni, son séjour se fera discret. Lors de sa dernière visite, Michael Jackson avait été reçu au Parlement. Si le chanteur obtient demain l'autorisation de venir en Grande-Bretagne, ses activités se borneront à quelques visites dans les grands magasins de disques. Promotion oblige. Le système Tracker, un système que la police vient de mettre en service et qui permet de localiser à distance les voitures volées grâce à une puce électronique. 4000 véhicules de particuliers en sont déjà équipés et presque tous ceux qui ont été volés ont pu être retrouvés. Reste un inconvénient de taille, le système est onéreux. Djilali Belaïd et Frédéric Delahaye. 13e arrondissement de Paris, une voiture vient d'être dérobée. Le voleur ne le sait pas, mais ses policiers sont déjà à ses trousses. Ils ont été informés par ce boîtier bourré d'électronique, son nom, Tracker. On a le système de petites barrettes qui nous indique qu'on est de plus en plus proche vu le nombre de barrettes qui se multiplient. Avantage de ce système par rapport au repérage par GPS, la voiture est retrouvée même cachée dans un parking souterrain. Un gain de temps pour les policiers. On ne peut pas s'amuser à contrôler tous les véhicules. Tandis que là, on a un système où on a déjà une indication comme quoi le véhicule est volé. Vu que le tracker se met en marche. Pour bénéficier de ce système anti-vol, il faut équiper sa voiture. En cas de vol, une puce cachée dans la carrosserie est activée par les émetteurs radio. Elle se met alors à émettre un signal vers les hélicoptères ou voitures des policiers. Et selon la société privée qui l'a conçu, Tracker est imparable. Si l'on essayait de brouiller le signal, ce serait le brouilleur lui-même qui serait détecté par les détecteurs de la police et de la gendarmerie et le voleur serait pris en flagrant délit de toute façon. Aujourd'hui, 4000 particuliers sont équipés de ces mouchards. La gendarmerie en possède 800 et la police une centaine. En 2003, 24 voitures munies du tracker ont été dérobées, 22 ont été retrouvées, soit 90% de réussite. Quand on sait que seulement une voiture volée sur 3 est récupérée, son efficacité ne fait pas de doute, mais son prix reste dissuasif, 500 € plus un abonnement annuel de 120 €. Parmi les projets de transport lancés par le gouvernement jeudi dernier, les autoroutes de la mer. Il s'agit de permettre de désengorger le trafic routier dans les Alpes et dans les Pyrénées en embarquant les remorques sur des bateaux. Stéphane Despinois, Daniel Lévy. La mer au secours de la route. L'idée est simple, mettre les poids lourds sur de gros navires caboteurs pour qu'ils échappent aux encombrements routiers et à la traversée des Alpes ou des Pyrénées. 2 autoroutes de la mer sont donc en projet, l'une en Méditerranée pour relier la France à l'Italie et l'Espagne, l'autre en Atlantique qui irait par exemple de Nantes jusqu'au golfe de Gascogne. Inutile de construire des infrastructures, la mer ne coûte rien, les ports existent déjà, tout pourrait aller très vite. Ces lignes maritimes dont je vous parle peuvent parfaitement être mises en service l'année prochaine, en 2004, alors que pour réaliser une infrastructure routière nouvelle ou créer encore plus un tunnel ferroviaire, c'est plutôt 15 ans. Donc c'est en gros 15 fois moins cher et 15 fois plus rapide de créer des lignes de cabotage maritime nouvelles. L'autre grand projet est fluvial, le canal à grand gabarit baptisé Seine-Nord. 100 km à construire entre Compiègne et la région Nord pour un coût de 2,6 milliards €. D'ici 10 ans, les grosses péniches pourront ainsi aller du bassin de la Seine jusqu'en Allemagne. Et des barges de 200 mètres de long, ça fait des camions en moins sur l'autoroute Paris-Lille. 200 mètres, qu'est-ce que c'est? Ça ne dit pas grand-chose. Justement, c'est 220 camions en moins. 220 camions en moins, c'est à peu près 5 km de longueur sur une voie routière. Très en vogue au siècle dernier, délaissé ensuite, le transport fluvial prend donc sa revanche. Il surfe maintenant sur la mode du développement durable. 2 Françaises se sont illustrées aujourd'hui dans la Coupe du Monde de biathlon en Slovaquie. Raphaël Poiré a facilement remporté l'épreuve de poursuite de 12 km et demi, ce qui lui permet de remonter à la 2e place du classement général. Et Sandrine Bailly s'est imposée dans le 10 km dames. C'est la 4e victoire de la Française cette saison.
Quant à la saison des sports d'hiver, elle a bien commencé. À Isola 2000, la neige est au rendez-vous. Les vacanciers vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Alix Bouyaguet. Certains en doutaient, et pourtant en haut des pistes, la neige est bel et bien au rendez-vous. 2,35 m à Isola 2000, de quoi réjouir les vacanciers. Un peu froid, mais génial, nickel. C'est la première de la saison, ça fait bien plaisir. Enfin, la première descente, et pour certains, les premiers virages, pas toujours facile à négocier. J'étais allée tout droit, je me suis laissée aller. Alors... Ça t'a pas fait mal? Non, je me suis pas fait mal. Comme cette petite fille, ici près de 6000 personnes ont chaussé leur ski aujourd'hui. Le moniteur se met à genoux au pied de sa cliente. Des moniteurs aux petits soins sur un domaine entièrement ouvert. Visiblement, la saison s'annonce bien. Le taux de remplissage cette année, encore une fois, nous sommes bien. Nous sommes à peu près à 70% pour la première semaine, voire un peu plus pour la deuxième semaine. Et cela sur les stations du Mercantour, que ce soit à Oran ou à Isola 2000. Donc, très content. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas trop de neige ailleurs. Ici, il y en a beaucoup. Si cette station a pu bénéficier d'un bon enneigement, les autres pourraient bientôt en profiter. Des chutes de neige sont attendues cette nuit sur tous les massifs. À Rome, le pape Jean-Paul II a recommandé un Noël loin du bruit et de la confusion. Le Saint-Père s'est exprimé devant une foule de pèlerins rassemblés place Saint-Pierre où se tient un immense sapin et une crèche. Jean-Paul II, apparemment en bonne forme, s'apprête à célébrer la messe de minuit dans la basilique Saint-Pierre mercredi prochain. La crèche, l'une des traditions les plus vivantes de Noël à Rome, la basilique inférieure au cœur de la cité éternelle, offre aux visiteurs le spectacle d'une crèche napolitaine du XVIIIe siècle. Gérard Grisbeck, Dominique Merlin. Des vestiges vieux de 25 siècles. Nous sommes au cœur du forum romain, à 2 pas du Colisée, où combattaient les gladiateurs. Ici se trouve encore une porte du IIIe siècle qui donnait sur une bibliothèque et qui devint l'entrée d'une première basilique. On l'appelle aujourd'hui la basilique inférieure, car ensuite on en a construit une deuxième, juste au-dessus, puis une troisième. Et tout en haut, une mosaïque éclatante de couleurs, comme si elle était récente, elle a 1500 ans. Les 2 apôtres, Paul et Pierre, présentent au Christ 2 martyrs, Cosmé et Damien, qui étaient médecins. La basilique porte leur nom. Alors il y a ceux qui viennent admirer les 3 basiliques en une, mais l'autre trésor est plus récent, une crèche du XVIIIe siècle avec plus d'une centaine de personnages. Cette crèche est comme un document vivant, un document qui montre comment les gens du XVIIIe siècle s'habillaient et travaillaient, comment ils se comportaient dans la région de Naples. Il est vrai que Naples s'est fait une spécialité des crèches de Noël. Celle-ci a été transportée du sud de l'Italie jusqu'à Rome. Des personnages en bois sculpté ou en terre cuite, des habits en tissu et des yeux de verre. On reconnaît des corps de métier, mais aussi des angelots et les rois mages. Et au-dessus de l'enfant Jésus, le temple païen est à moitié détruit, preuve que le christianisme l'a emporté. À l'approche des fêtes, les agents de la répression des fraudes multiplient les contrôles sur les produits alimentaires et notamment sur le foie gras. Ils ont constaté une légère augmentation des fraudes. Alors comment s'y retrouver? Marie-Pierre Samitier, Patrick Deschmecker. Ces blocs de foie gras ont semblé suspects au service de contrôle de la répression des fraudes. Ils vont être analysés. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un bloc de foie gras, ce n'est pas du foie gras entier, mais du foie gras émulsionné, chauffé, dans lequel on a rajouté de l'eau. Naturellement, la tentation est assez forte de rajouter beaucoup d'eau. Elle est limitée à 10% et c'est pour ça qu'on la mesure. Vous allez vérifier donc. Voilà. Il arrive souvent qu'il y ait des erreurs, entre guillemets? Oui, ce qu'on peut appeler des erreurs, il y a de forts dépassements. C'est sur les blocs de foie gras ce qui est le plus fréquent. Le consommateur peut vérifier s'il y a de l'eau sur la boîte. Mais les associations de consommateurs estiment que cette information est insuffisante et qu'il faut modifier l'appellation bloc de foie gras. En fait, c'est un étiquetage, une appellation qui est un petit peu trompeuse pour le consommateur. Il ne sait pas très bien ce qu'il mange. Il vaudrait mieux appeler ces produits-là émulsion à base de foie gras. On vérifie aussi les bocaux de foie gras entiers cette fois.
Il ne doit pas y avoir autre chose que des lobes de foie gras entiers à l'intérieur. Là, il y a un doute. Ce que l'on va faire, c'est une analyse microscopique. C'est-à-dire qu'au niveau de jonction des morceaux, on va vérifier s'il y a de l'homogénat ou pas. De l'homogénat, c'est-à-dire de l'émulsion avec de l'eau. Pour cela, on utilise le microscope électronique. Grâce à l'analyse des cellules, on pourra détecter la présence d'eau rajoutée ou de foie maigre, ce qui est formellement interdit et passible d'une forte amende. L'eau à la bouche, avec évidemment le dessert traditionnel qui trône sur de nombreuses tables de réveillon. 3 pâtissiers nous présentent leur création. La mode est cette année aux gâteaux et entremets légers. Yann Jiquel, Philippe Mugerin. Il y a bûche et bûche. On connaît tous la traditionnelle, crème au beurre, son lutin déprimé et sa hache en plastique. Aujourd'hui, changement de décor, la pâtisserie c'est du grand art, avec ses modes, ses tendances et ses maîtres. Chez nous, je pense qu'il y a plein d'autres pâtissiers qui font aussi des bûches traditionnelles et des bûches plus, on va dire, plus modernes. Mais c'est vrai que chez nous, de la bûche traditionnelle, il reste que la forme. Et puis l'intention, c'est-à-dire de donner du plaisir. Pour avoir du plaisir, il faut savoir s'exotiser, s'africaniser, oser marier les différences. Feu d'artifice du réveillon. On va travailler avec des zestes d'orange de façon à bien parfumer le biscuit. On va faire une crème légère, mais qui ait du goût, à base de jus d'orange, des œufs pour la liaison, un peu de sucre, et un petit peu d'amande aussi, un petit peu de liqueur d'orange. Quand on va croquer cette part de bûche, eh bien, on va goûter ce segment d'orange qui va être plein de jus et plein de goût. Voilà, c'est la fête. Un grand restaurant parisien, la tête dans les étoiles, vous êtes dans la crème de la pâtisserie. Je vais faire une boularde assez au Bruxelles. Comme toi, tu fais des bûches très traditionnelles pour marquer le coup sur Noël. On a donc un ananas qui est rôti dans un caramel cuit et déglacé avec un jus d'ananas frais. Et une fois que c'est déglacé, on met les gros morceaux d'ananas frais dedans. Ça cuit tout doucement, ça mijote avec des épices. De la badiane, de la cannelle, de la vanille, de la cardamome, de la coriandre graine. Du rêve en bouche, des saveurs divines, des parfums de paradis. Joyeux Noël et bon appétit. Au moment où l'on se presse dans les magasins pour faire ses achats de Noël, voici quelques idées de cadeaux pour compléter la garde-robe des femmes élégantes. Le sac griffé est devenu aujourd'hui comme le principal accessoire de mode. Toutes les marques de luxe ont développé leur collection. Estelle Collin, Marie-Pierre Cassignard. C'est l'objet le plus convoité. Pas seulement par les femmes, mais aussi, mais surtout par les industriels du luxe qui en ont fait un véritable appât pour attirer la clientèle dans leurs magasins. En première ligne dans les boutiques, il assure pour certaines marques jusqu'à 70% du chiffre d'affaires. Les sacs sont une merveilleuse opportunité de rentabiliser les collections de prêt-à-porter qui coûtent fort cher. Et puis, la consommatrice s'y retrouve parce que quelque part, c'est sa carte d'identité. Dis-moi ce que tu portes et je te dirai qui tu es. Siglé, facilement identifiable, parfaitement reconnaissable, c'est comme ça qu'il se vend le mieux. Le sac a détrôné le vêtement, il est devenu le plus accessible des signes d'appartenance. À travers un sac, le consommateur exprime une réussite, entre guillemets, professionnelle. C'est le premier pas vers la marque. Et c'est devenu un enjeu important. Certains modèles ici se vendent à plus de 100 000 exemplaires par an. Dans ce temple du luxe, chaque nouveauté est à coup sûr un succès annoncé. Autre exemple, il faut parfois des mois d'attente pour acquérir le dernier modèle griffé. Nouvelle clé du succès pour les marques, nouveau code social pour les consommateurs. L'essentiel est désormais dans l'accessoire. Incontournable en cette période, le petit Papa Noël de Tino Rossi, ce tube inusable, 58 ans après sa création, il s'en vend encore des dizaines de milliers, d'autant que cette année, il est ressorti en même temps qu'une anthologie des plus grands succès de Tino Rossi. Claude Crespo, Frédéric Basile. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des 1946, Tino Rossi est la vedette du film Destin. Il en enregistre aussi la chanson Petit Papa Noël. 50 millions de disques plus tard, la vente continue toujours. D'autant que cette année sort également une anthologie des succès du chanteur corse.
On pense qu'il sera numéro 1 cette semaine ou numéro 2. Quand on approche des fêtes, automatiquement, on va acheter le CD de titre pour l'offrir aux enfants, puisqu'on a nos propres souvenirs avec ce morceau-là. Ainsi, rien que dans cette seule surface, une centaine de titres partent toutes les semaines. Un titre qui, dans l'histoire du music hall, est le seul disque d'or en or massif 24 carats. Les raisons de ce succès sont nombreuses. Le fils du chanteur a la sienne. Je pense que la voix n'est pas démodée, la voix séduit, la voix est chaude. C'est une voix méditerranéenne. Je pense aussi que les chansons, ce sont des chansons qui restent immortelles. Et il n'y aura pas grand risque à parier que cette voix séduira encore longtemps beaucoup d'autres générations. Un pastel du peintre Paul Gauguin, mis aux enchères aujourd'hui à Brest, a été préempté par l'État pour 430 000 €. L'œuvre représentant, vous le voyez, 2 têtes de Bretonnes portant la coiffe restera donc en Bretagne. Elle sera en effet exposée au musée de Pont-Aven, qui ne possédait pas de tableau du peintre. Cinéma avec Freaky Friday, un film sur les relations conflictuelles entre mère et fille, qui un beau jour se retrouve dans la peau de l'autre, avec Jamie Lee Curtis dans le rôle d'une adolescente coincée dans un corps d'adulte. Pascal Deschamps. Anna, chérie, réveille-toi. Freaky Friday ou les relations conflictuelles entre une mère et son adolescente de fille, traitées de manière originale. Parce que tu crois que j'ai une vie parfaite, tu ne tiendrais pas un jour dans mon bahut. Par un de ces coups du sort dont les scénarios hollywoodiens raffolent, Anna et Tess vont pouvoir se rendre compte de leurs problèmes respectifs en changeant tout simplement de peau. Qu'est-ce que je fais dans la chambre d'Anna? Un vendredi matin. C'est moi, ta mère. Non, vous n'êtes pas ma mère. Si, Anna, je suis ta mère. D'où tu m'as cloné, sale malade? Je te défends de me parler de cette manière. Oh, j'y crois pas. T'es vraiment ma mère, alors? Et toi aussi, tu as un petit peu changé. Dans cette famille, il y a des conflits très réels entre la mère et la fille. Et par conséquent, leur expérience, leur changement d'enveloppe corporelle vont vraiment leur ouvrir l'esprit et le cœur. 24 heures dans la peau de l'autre pour la mère et la fille. Quand l'une va au lycée, l'autre va au bureau. Ce vendredi cinglé ne va manquer ni de quiproquos, ni de malentendus, ni d'occasion pour Jamie Lee Curtis de se régaler en jouant les ados coincés dans un corps d'adulte. Tu le connais, ce type? Un peu. C'est Jack. Non. Non. Donne-lui une chance. Je ne lui donnerai rien même si je le voyais dans la rue en train de faire la manche. Tu le juges alors que tu le connais même pas. Je sais qu'il est trop vieux pour toi. On ne peut pas dire que je sois de toute façon l'adulte type, la mère coincée. Je me sens comme une gamine, mais mûre en même temps. Heureusement que je fais ce métier. Tu as un piercing dans le nombril? Oui, justement, je voulais t'en parler. Voilà un des rares films que mère et fille peuvent voir ensemble et qui illustre le dicton indien « Si tu veux comprendre ton ennemi, marche dans ses mocassins ». Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet. 20h55, le Père Noël est une ordure avec Thierry Lhermitte. 0h35, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain à 7h40, dans les 4 vérités, je ne sais pas quel sera l'invité. Nous le verrons demain donc. 13h, le journal Daniel Bilalian. 20h, c'est Carole Gessler. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec des images de ces courageux niçois qui n'ont pas hésité à se jeter dans une eau un peu fraîche.